Je travaille comme journaliste au quotidien Le Soir de Bruxelles. Je m'occupe de défense, sécurité, investigation. Le journaliste d'investigation est un journaliste qui travaille sur une question. Donc il se pose une question, il a une hypothèse de travail. Est-ce que je vais vérifier, est-ce que je peux vérifier ceci? Donc la véritable différence entre le journaliste tout venant et celui dit d'investigation, c'est de se dire, je ne prends pas juste l'information que je reçois et que j'essaie d'expliquer à mes lecteurs, je vais chercher l'information. Je m'intéresse à quelque chose dont j'ai créé le cadre moi-même. J'ai posé moi-même la question et j'essaie de ne pas me trahir moi-même, d'aller au bout de la question que j'ai trouvée moi-même intéressante. Je pense que la règle principale est de se dire, avant de faire le moindre geste de déplacement sur place, le moindre appel téléphonique, c'est de se dire, qu'est-ce qui va pouvoir répondre à ma question? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est une enquête de terrain? Si c'est une enquête de terrain, comment est-ce que je la fais? Donc je pense que ce qui véritablement le distingue des autres, c'est le travail de préparation, se dire, eh bien, si je veux prouver X, je vais devoir mettre en œuvre Y. Et il y aura une faiblesse peut-être à tel endroit. Et s'il y a une faiblesse à tel endroit, comment est-ce que je le colmate? Bref, en quelque sorte, vous commencez par dessiner votre stratégie d'enquête avant de commencer à véritablement poser vos questions en pratique. Mais ça commence souvent par une mise à niveau de mes connaissances. Bon, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est dans le domaine public? Ce n'est pas toujours évident comme question. Comment est-ce que j'arrive à obtenir ce qui est dans le domaine public? Et comment est-ce que j'arrive à le lire? Ça, il faut un peu d'humilité, de se dire je ne suis qu'un journaliste, donc j'essaye de comprendre ce que des spécialistes vont essayer de nous expliquer avec leur jargon ou essayer de nous cacher avec leur jargon. Et je vais à la rencontre de ces chiffres, je mets tout à niveau. Une fois que je suis bien sûr d'avoir tout exploré, alors je commence à me dire, bon, par rapport à ma question de départ, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui véritablement me ferait avancer? Si je suis en train d'enquêter sur un contrat minier, comment est-ce que j'ai le contrat? Quelle est la valeur du minerai à la date à laquelle je pose ma question? Qui est le véritable bénéficiaire de la transaction? Quel est le genre de rémunération qu'on voit généralement sur le côté dans ce genre d'opération? Qui va pouvoir me prouver ça? Si on parle par exemple d'un dessous de table, de la corruption, qu'est-ce qui est l'élément de preuve d'une corruption? C'est un morceau de papier nécessairement? C'est un témoignage face caméra? C'est une déclaration écrite d'une personne? Et alors, si c'est une déclaration face caméra, comment je protège cette personne? Parce que mon but n'est pas simplement en tant que journaliste de le faire parler. Mon but peut être aussi de se dire, si j'ai des sources, je les protège. Parce que c'est ma déontologie. Je ne pourrais pas vivre si mes sources avaient un problème après mon enquête. Voilà, c'est cette organisation qui me distingue du journalisme tout classique. Le premier signal que vous devez arriver à faire passer à votre source, c'est que vous avez pensé à vous protéger vous-même. Donc, avant de parler de la protection de la source, il va falloir parler de la protection du journaliste. Je pense qu'il est quand même très important, avant toute démarche d'investigation, et quelle que soit sa portée, de se protéger soi-même. C'est-à-dire se protéger juridiquement, ou éventuellement de se protéger physiquement. Alors, la meilleure manière de se protéger physiquement, c'est de savoir que si on vous touche, ça va faire du bruit. Donc la meilleure manière de se protéger, c'est soit d'être en réseau, c'est un réseau de journalistes ou un réseau de personnes qui peuvent vous vouloir du bien. Je veux dire des journalistes qui sont des donneurs d'alerte dans d'autres pays, ou des magistrats, ou des politiciens, des personnes qui ne sont pas vos ennemis, qui ne sont pas susceptibles de devenir sur vos projets généraux vos ennemis, et qui sont capables d'alerter en cas de disparition, en cas de déboire, en cas d'incarcération. C'est valable pour tous les pays. C'est valable en Belgique et a fortiori c'est valable au Congo. Donc il faut être bien sûr que vous vous protégez et vous avez une stratégie pour ça. Et donc c'est important de s'inscrire dans des réseaux internationaux. Ils n'existaient pas il y a 10 ans, ils existent maintenant.
À partir du moment où la source a la conviction qu'elle va être protégée de la même manière, systématique, organisée, comme pour le journaliste, à partir de ce moment-là, elle peut vouloir parler. Et donc, c'est important parce que dire simplement on va les mettre en confiance, on va être dans la relation interpersonnelle, ok, mais dans les circonstances actuelles, sur de vrais projets d'investigation où il y a de gros intérêts financiers en jeu, où il y a de gros intérêts de sécurité pour la source, pour sa famille, pour ses enfants, que sais-je, pour l'intégrité de sa maison, ou ce genre de choses, à partir de ce moment-là, vous devez avoir un plan de travail organisé. Je pense qu'il est aussi important d'essayer d'organiser la trahison. Je m'explique, si à un moment il y a une trahison du journaliste par la source, il faut que le journaliste ait prévu ce cas de figure. Il faut qu'il puisse dire, attends, si tu travailles avec moi, je peux t'amener, je peux défendre ton information, et je peux te défendre, et je peux te protéger, mais tu ne me trahis pas. Parce que si tu me trahis, si tu me mets dans une position impossible, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir prévu ce genre de choses. En tout cas, il faut être bien convaincu d'une chose, c'est que de plus en plus, le journaliste est un citoyen comme un autre, avec peu de protection, et il est le relais d'autres citoyens qui sont des sources privilégiées. Donc la source a presque statut de journaliste, en termes de protection en tout cas. Donc ça c'est très important de le comprendre parce qu'autrement ça se passera mal, on aura un scoop, une révélation, et puis la source sera prise dans des difficultés. Si la source est prise dans des difficultés, attention, ça veut dire qu'à terme, votre révélation elle-même sera remise en doute parce que les personnes qui ont été gênées par votre investigation vont réécrire l'histoire, vont nier ce qu'a dit la source, puisque la source est en fuite, ou la source sera dédiée, ou elle aura fait une déclaration contradictoire, ce genre de choses. Votre crédibilité est liée à la sécurité de la source. La meilleure manière de se prémunir face à une source, c'est de bien faire son job dans l'identification de l'arrière-plan de votre source. Qui est-il, d'où vient-il, pourquoi est-ce qu'il me parle? Il n'y a personne qui vous parle gratuitement en se disant « Tiens, finalement, je vais parler à ce journaliste, ça va me faire une belle après-midi ou on va aller boire une bière ensemble. » Ce n'est pas vrai. S'il vient vous trouver, c'est qu'il a un message à passer, il l'a calibré pour une raison X. Il va vous donner une raison, probablement, essayer de vérifier cette raison ou de voir s'il n'y a pas une raison derrière la raison. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire un travail honnête. Maintenant, l'autre moyen de vérifier cette éventuelle manipulation, c'est aussi de s'attaquer aux faits. Parce que le fait de pouvoir multiplier les sources qui vous ramènent à une même évidence, à de mêmes faits, va aussi un peu enlever son importance à la manipulation. Pourquoi est-ce que finalement, je ne laisserai pas venir à moi 3 sources qui me manipulent de 3 manières différentes, si au total, j'arrive à avoir une objectivité, une vérité dans les faits. Moi je pense que pour la RDC, c'est déjà un exploit d'arriver aux documents. Donc si on parvient à trouver les documents administratifs qui étayent, encadrent, expliquent la question que l'on pose, c'est déjà pas mal. Là où les choses sont plus faciles, c'est de trouver l'information humaine, le contact humain. Donc, mais ce contact humain n'a pas d'importance, n'a pas de réalité si vous n'avez pas les documents qui sont derrière. Donc la grande difficulté pour moi, c'est véritablement la transparence des documents. L'autre grande difficulté, j'en parle à peine, c'est la sécurité physique. Donc, la sécurité physique fait que vous pouvez travailler en vous mettant en insécurité physique au Congo, comme dans nombre de pays d'Afrique. Le tout, c'est qu'il y ait quelqu'un en dehors de Congo qui sache ce que vous êtes en train de faire et qui comprenne le risque que vous êtes en train de prendre et qui puisse lancer l'alerte. On sait très bien, on a vu disparaître des journalistes au Congo, c'est pas la peine de penser que ça ne vous arrivera pas. Dès le début d'une enquête, il faut penser que ça peut vous arriver ou qu'il peut arriver quelque chose à vos enfants, à votre épouse. Avant de lancer un projet d'investigation au Congo, parlez-en par exemple à votre épouse. Dites-lui ce que vous êtes en train de faire ouvertement. Que vous ne vous retrouviez pas dans la situation délicate et qui arrive dans tous les pays du monde où un journaliste d'investigation se lance dans une enquête, est à 2 doigts de se faire broyer par l'enquête et puis l'annonce à son épouse. Et alors là, on a un drame parce qu'on arrive à un moment où le journaliste se dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je publie ?»
et alors je saccage ma famille, ou est-ce que je ne publie pas, et alors je saccage l'enquête et je sauve ma famille? Non, voyons les choses a priori en se disant ça va faire mal, ça va coincer, il faut en parler. Il y a une solidarité. Si vous n'êtes pas un journaliste d'investigation qui n'est pas soutenu par sa femme, par sa famille, par son entourage, il va arriver à un problème. Il faut absolument qu'il en parle ouvertement dans un cercle fermé, étroit. Je pense que ce qui est aussi important, parlons-en, c'est de s'inscrire dans des réseaux journalistiques africains qui comprennent ce qui vous arrive. Ne vous fiez pas seulement à des donneurs d'alerte qui seraient européens ou américains. Souvent, ces donneurs d'alerte ne sont que des donneurs de leçons. Ayez davantage confiance en des partenaires intra-africains qui vont pouvoir lancer l'alerte dans les pays autour d'eux, qui vont pouvoir alerter les autres capitales et vous protéger physiquement ou venir à votre secours si vous êtes enfermé. Je pense qu'il est aussi extrêmement important, au Congo comme ailleurs. Je n'ai pas d'éléments au Congo, je n'ai pas d'éléments objectifs, mais j'y pense simplement. Faites attention à vos communications. Les communications, on le sait, c'est devenu très important. En ce qui concerne l'Afrique du Nord, il est certain que les communications sont un problème de sécurité pour vous et pour votre source. Il faut les protéger. La meilleure manière de les protéger, c'est très simple, c'est d'essayer de passer de moins en moins à la communication électronique. Essayer de revenir à des communications soit GSM, soit et qui ne sont pas trop longues, ou des communications papier, qui sont les plus difficiles à intercepter, ou si elles sont interceptées, en tout cas ça se voit. Donc ce qui est le plus conventionnel, le plus retardataire, l'écriture papier, les documents papier, c'est ce qui s'échange en échappant au pouvoir. Si vous commencez à communiquer de manière trop ouverte par email, pensez bien que vos communications peuvent être interceptées. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour votre famille, c'est dangereux pour vos sources. Il y a des gens au Congo, il y a des gens en Guinée-Bissau, il y a des gens au Mali qui commencent à lancer des projets d'enquête transnationaux. Alors c'est vraiment très important parce que ça veut dire quoi? Un journaliste de Guinée-Bissau et un journaliste du Congo ne sont pas concurrents, mais ils vivent de la même chose qui est de l'information. Si vous avez un sujet commun et si les deux s'échangent, c'est pas juste un échange, les deux sont plus riches parce qu'ils ont doublé l'information qui est dans leurs mains et en plus ils sont lanceurs d'alerte l'un pour l'autre. Donc s'il arrive un malheur à l'un, l'autre peut réagir. Donc il y a une solidarité au niveau de la sécurité physique et il y a un deal intéressant en termes d'échange d'informations. Par ailleurs, à partir du moment où vous avez une investigation qui est internationale, vous gagnez forcément crédibilité. Votre sujet il est meilleur parce qu'il y a des angles dans votre question, dans votre hypothèse d'investigation. Il y a des questions que le Congolais ne se posait pas, mais que le Guinéen ou le Rwandais ou le Burundais va se poser. Et le Congolais va se dire « Ah, il y a un aspect auquel je n'aurais peut-être pas pensé, ou j'aurais jamais eu les moyens d'où je me trouve de le développer, mais avec un confrère ou l'autre confrère, en les mettant en commun, on va arriver à cuisiner quelque chose ensemble. » Moi, je pense que le support idéal maintenant, c'est le web. Donc, la presse écrite, on oublie la diffusion de la presse écrite à la totalité du Congo, c'est impossible, c'est une mission impossible. La radio a été et reste toujours pour moi un média très fort, mais la radio a un gros handicap. Il ne vous permet pas, à financement égal, de diffuser du document. Alors que l'Internet, même avec une toute petite bande passante, si vous arrivez à avoir accès au site du journaliste d'investigation, eh ben vous avez un document écrit avec des hyperliens, un peu de vidéo, un peu de son, et tout ça ne coûte pas terriblement. Donc ce qui est important à pouvoir se mettre en tête, c'est de se dire, bon, je passe bien au tout digital. Tout ce que je fais doit être un peu sécurisé, il faut faire un peu attention avec son ordinateur, mais à partir du moment où vous avez un ordinateur de base qui représente quand même qu'un investissement minime, vous pouvez mettre de l'image dedans en basse définition. Si vous avez un bout de vidéo qui va prouver ce que vous établissez, si vous avez un bout d'interview qui n'est pas simplement retranscrit à la main, mais qui est aussi capté en son, alors vous avez quelque chose de très fort. Il faudrait trouver une sorte de multimédia, d'hypermédia. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez mettre dedans, c'est bon, et les gens vont parvenir maintenant à vous lire
non pas simplement sur un texte continu, mais ils vont parvenir à vous lire en se disant « Tiens, voilà les éléments de preuve qu'il me fournit en plus de son texte, et moi-même, lecteur congolais, je deviens enquêteur à ses côtés, puisque je repasse par chacun des documents qu'il m'a fournis. » Ça, c'est génial. C'est comme si vous disiez « Voilà, j'ai fait mon enquête, j'ai tout mis dans mon coffre-fort, et pour vous, lecteurs, je vous ouvre le coffre-fort et je vous raconte ce qu'il y a dedans. » Donc, développer son propre blog peut être une bonne idée. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est dans quel pays est-ce que je développe mon blog. Si vous êtes au Congo, et ce n'est pas parce que vous êtes à Kivu que vous devez forcément développer votre blog en droit congolais. Vous pouvez très bien aller le développer ailleurs, où vous serez davantage protégé, où vous aurez davantage un backup ou une capacité d'être repéré sur les sites internationaux. Donc il faut bien réfléchir à ça, et puis alors bien réfléchir à qu'est-ce que je mets dans mon blog. Il faut qu'il y ait une marque, il faut qu'il y ait une sorte de branding, il faut qu'on se dise « Ah, c'est lui, je le reconnais, c'est déjà le journaliste qui avait sorti des enquêtes sur ça, sur ça, sur ça. » Et à partir d'un moment, vous devenez célèbre, vous devenez famous dans le genre de choses que vous avez développé. Une des choses qui est un atout, on a dit que c'était difficile au Congo. C'est difficile pour tout le monde. C'est aussi difficile pour l'étranger. Si un bon journaliste congolais se dit « Moi, je développe par exemple tout ce qui est sur Lubumbashi et je deviens la source pour Lubumbashi. » C'est pas la peine d'avoir une vision nationale. Si vous êtes le meilleur sur Lubumbashi, ça va se savoir. Et puis il y a 10, 50 personnes qui vont se dire « Tiens, Lubumbashi, je vais sur ce blog-là. » Et puis dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez devenir le correspondant de, et vous allez pouvoir arriver à une visibilité internationale. Et puis pourquoi pas, si le blog de Lubumbashi s'entend bien avec le blog de Goma, voilà, les liens vont se créer comme ça.